Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Psy. Aujourd'hui pour l'interview d'une invitée, mais l'invitée aujourd'hui, c'est moi. Je suis interviewée par Sophie Hérault et Valérie Pierson, que je remercie de cette initiative et je leur laisse la parole. Bonjour à tous, donc moi c'est Sophie Héroux et je suis super heureuse de pouvoir t'interviewer avec Valérie. C'est à Merci. nous cette fois-ci de te demander de t'allonger sur le canapé. Et en fait, comme le sujet de ton podcast, c'est ils ont rêvé, ils ont osé, justement, toi, de quoi tu as rêvé et qu'est-ce que tu as osé? Raconte-nous. Alors moi, j'ai rêvé de tellement de choses. C'est le rêve, je crois, qui gouverne ma vie. J'ai toujours plein d'idées, plein de projets, plein de choses. J'ai pas toujours su les mettre en application. J'ai dû devoir apprendre à mettre tout ça en application. Mais notamment, si on repart du plus lointain, j'ai quand même osé m'installer en tant que psychothérapeute, et ça pas très récemment, puisque j'avais 40 ans. J'ai repris des études quand j'ai eu 30 ans et j'ai continué. Et à 40 ans, j'ai décidé de me lancer. Voilà, c'était un gros défi pour moi que de me lancer parce que financièrement, un sacré challenge en fait de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Et puis de psychothérapeute, enfin, j'ai été formée à l'hypnose, etc. Tout ça, je le passe. Et ça m'a donné envie plus tard d'étendre, faire profiter le maximum de gens de la thérapie de façon plus accessible parce que la thérapie a un coût. Donc, j'ai commencé à faire des posts à partir du Covid, beaucoup de posts sur mes réseaux. J'ai commencé à apprendre les réseaux, on va dire, pour pouvoir donner beaucoup de contenu à mes patients à l'origine, puis ça s'est étendu un peu plus pour qu'ils aient accès quand même malgré cette impossibilité de venir me voir au cabinet. Et puis après, je me suis dit, mais c'est quand même sympa. J'avais des messages de gens qui me disaient, vous n'allez pas arrêter. Et donc, j'ai continué et j'ai eu l'opportunité avec Christian Vidal de faire de la radio quand je suis venue parler de mon roman Irrésistible Lumière. Et du fait, pendant 2 ans, j'ai fait des chroniques psy. Ça, c'est d'où le nom Happy Psy sur la radio pour encore plus donner aux gens. Et je me disais que j'étais frustrée parce que je préparais énormément de contenu pour quelques minutes, en quelque sorte, de chronique. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire ce podcast. Donc, tu vois, beaucoup de rêves, sans vous parler de tous les autres rêves que j'ai pu avoir à côté, mais on pourrait y revenir. On va y revenir. Super Laurence, c'est Valérie, ravie d'être avec vous toutes les deux aujourd'hui. Alors pour Bonjour. revenir un petit peu, bonjour, et merci de nous donner l'occasion de t'interviewer. Tu l'as fait toi de Et façon tellement euh, extraordinaire, merveilleuse, chaleureuse que vraiment c'est un bonheur. merci. Alors pour revenir sur tes rêves justement, tu viens de citer ton premier roman, c'est ça, Irrésistible Lumière. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un petit plus? D'où est venue ton envie d'écriture? Est-ce que tu écrivais depuis longtemps Alors, déjà? oui, j'écrivais ado. J'ai toujours tenu, alors j'ai toujours énormément lu. J'étais plutôt une enfant à m'enfermer dans ma chambre à lire et écrire. Et puis du journal intime, c'est devenu des petits poèmes, enfin comme on peut le faire quand on est ado. Après, j'ai moins écrit. Mais c'est peut-être aussi la vie de maman, la vie de femme active. J'ai élevé seule mes enfants, donc ça demande du temps. Et puis, je me suis mise à la photo en 2013 ou 2014, suite à mon divorce. Je me suis dit, il me faut quand même une passion. Et la photo m'a amenée à l'écriture, bizarrement, parce que j'ai fait le concours d'Estée Lauder sur le cancer du sein avec une patiente qui avait été opérée et on a travaillé en photothérapie en fait et pour lui redonner son estime d'elle-même à travers la photo, ce qui a énormément marché. Et je lui ai demandé si elle était OK pour qu'on fasse le concours ensemble. Donc, on a fait ce concours. Mais au moment de poster, et comme vous le savez, je procrastine quand même assez souvent, j'ai posté le dernier jour et je me suis rendu compte qu'il fallait faire un texte pour accompagner la photo. Et j'ai fait ce texte très pas comme ça spontanément, mais assez facilement. Et j'ai trouvé ça génial de mettre un texte pour accompagner des photos. Ça m'a vraiment énormément plu. Et comme il n'y a pas de hasard, dans la foulée, j'ai vu un post sur Facebook de Franck Schmitt qui proposait des ateliers d'écriture à Toulon, à 2 pas de mon cabinet. Et c'était un samedi sur 2. Et j'ai adoré ces ateliers. Vraiment, Franck, je te remercie parce que vraiment, ce, c'était des contraintes d'écriture où il nous parlait d'un thème. Et à partir du thème, on devait faire des petites nouvelles de deux. Alors, il y avait des contraintes de 2 pages
et demi maximum. Fallait utiliser le thème en question. Et ça m'a demandé d'aller chercher en moi énormément de choses. Il y avait des thèmes très faciles et des thèmes hyper compliqués. Enfin, moi, le thème des émotions, j'ai trouvé ça génial. Mais d'autres thèmes étaient plus complexes. Et ça m'a énormément, mais alors j'ai adoré. Et Franck, très vite, m'a dit, mais tu devrais écrire un roman. Je lui ai dit, non, écoute, écrire 2 pages, c'est sympa, mais écrire un roman, je ne me vois pas écrire. Et il m'avait répondu, tu sais, un roman, ce n'est ni plus ni moins qu'une page, plus une page, plus une page. Puis un jour, en rentrant de vacances avec ma fille, j'avais une musique en tête qui était une musique qu'on écoutait dans la voiture quand on fait beaucoup de road trip avec ma fille quand on part en vacances. Et j'ai commencé à écrire à partir de cette musique et ça m'a rappelé les vacances, sauf que c'était que le lieu des vacances et absolument pas mes vacances. Et c'est comme ça qu'est née Irrésistible Lumière, en fait, sur une musique qui m'a rappelé les vacances et cette Pacific Coast Road que j'ai adorée, qui va de Los Angeles à San Francisco. Enfin, nous, on l'a fait dans ce sens. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite. C'est un lieu, enfin, c'est une route magnifique. J'ai vraiment adoré et elle est hyper inspirante. Et c'est Donc voilà. Valérie, la spécialiste des voyages. Oui, oui, oui. Mais j'ai vu qu'elle a dit oui, elle connaît cette route Oui, je connais qui est, cette je route. pense, Elle te coupe le souffle. Elle est merveilleuse parce qu'elle ouais, passe non seulement en bordure de mer, mais en même temps, tu traverses sur la droite, tu as toute la nature qui est merveilleuse. oui. Alors, Et je continue là-dessus, puis ensuite, Sophie, je te relaisserai. Euh, En quoi, justement, tu as parlé des ateliers d'écriture, c'était intéressant. Tu disais, il y a des thèmes faciles et des thèmes compliqués. Les thèmes oui, faciles, en l'occurrence, les émotions, et on sait pourquoi, tu nous parleras peut-être de ta conférence tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu oui. trouves le plus compliqué, justement? Le plus compliqué, c'était certains thèmes. Alors déjà, il y a eu un thème où il fallait faire appel à l'imaginaire, mais c'est-à-dire il y avait utiliser un stylo, utiliser un objet et en faire quelque chose, vraiment une nouvelle à partir d'un stylo ou d'un objet. Alors il y avait un jeu de tarot, je me souviens, il y avait une boussole, il y avait un stylo, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? Et puis, j'avais écrit une nouvelle où le stylo appartenait à un écrivain hyper célèbre. Et comme la femme était jalouse, elle avait décidé de la vendre. Alors, c'était un stylo féminin, de la vendre aux enchères. Et elle était terrorisée. Donc, elle avait demandé au tarot si elle pouvait l'aider. Et le tarot allait influencer le tirage vis-à-vis de la dame. Enfin, bon, j'avais été chercher un truc comme ça qui avait énormément, ça m'avait beaucoup plu. Il y avait eu un thème qui s'appelait le train de la vie. Et là, il fallait revisiter tous les lits dans lesquels on avait dormi. Et au début, je me suis dit, mais c'est super compliqué. Et non, pardon, ça s'appelait pas Le Train de la vie, c'était ma nouvelle qui s'appelait Le Train de la vie. Et j'avais imaginé que j'étais dans une couchette, tu sais, ces trains avant où on pouvait dormir, faire Ouais. Paris-Toulon en couchette. Et donc, je me suis revue parce que je l'avais pris un train comme ça avec mon fils. Dans le train, ben, je rêvais, enfin, je revoyais un petit peu mon adolescence, les vacances chez ma grand-mère, enfin, tous ces lits dans lesquels j'avais pu jusqu'au lit d'hôpital de mon père. Mais au départ, ces thèmes me semblaient hyper compliqués. Et c'est là où ça a été de chercher en moi des choses qui étaient autres que des émotions. Je peux facilement écrire à partir d'une émotion, ça va me donner beaucoup d'inspiration, mais partir d'un thème basique. Il y avait une fois, il nous avait dit, il faut commencer la nouvelle par plusieurs phrases, et notamment je m'appelle X127. Oh, Et je me suis dit X127, et je venais d'avoir un iPhone 10, et je me suis dit, ben, je vais partir de mon iPhone. Et je suis partie où il avait été perturbé avec un orage. Il y avait eu un mélange d'intelligence artificielle et l'iPhone et de spiritualité. Et du coup, il pouvait connecter avec les anges gardiens de sa propriétaire et donc lui donner des messages tous les jours. Et il était interviewé, enfin, il faisait une conférence de presse sur voilà, l'idée qui était venue. Donc, tu vois, c'est en ça où j'ai trouvé ces ateliers hyper riches parce que ça m'a demandé d'aller chercher en moi des choses improbables et je pensais même pas avoir cette imagination en fait. Et pour continuer en fait entre ce mix nouvelles et voyage, tu fais partie en fait des auteurs francophones de New York et tu as aussi eu des challenges avec Ouais. enfin, ces Alors, rencontres. ouais, Est-ce que je tu voulais veux en remercier. parler? Alors, tu parlais de rêve au tout début. Lorsque j'ai proposé à Sandrine
je lui ai demandé comment intégrer les auteurs francophones de New York. Elle m'a dit, ben, il faut envoyer votre roman et s'il est validé en comité de lecture, vous pourrez intégrer l'association et faire partie des auteurs. Donc, Sandrine qui passera rapidement d'ailleurs sur ce micro, qui va être interviewée. Et donc, mon livre, Irrésistible Lumière, a été validé. Et ensuite, elle m'a demandé si je voulais bien participer à un concours de nouvelles pour le thème, c'était Albert Camus. Et je me suis, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur, mais qui je suis, moi, pour écrire sur Albert Camus. Donc, j'avais un petit peu laissé courir cet appel à texte. Et puis, elle m'avait demandé, suite à un post sur Facebook, si elle pouvait compter sur moi pour cet appel à texte. Donc, j'ai dit, bah oui, bien sûr, je me suis pas dégonflée, du coup, j'aime bien les défis. Et j'ai été retenue. Donc, j'ai dans cet ouvrage sur Albert Camus une nouvelle. Un ouvrage d'ailleurs qui est hyper intéressant. Je vous recommande vraiment parce qu'on est 40 auteurs à avoir écrit sur Albert Camus de façon différente. Il y a des poésies, il y a des illustrations et il y a des nouvelles. Et c'est vraiment un joli recueil. Et ensuite, il y a eu l'appel à texte sur la relation à la mère, la maman. Et celui-là m'a interpellée. Je voulais pas y mettre quelque chose de personnel, mais j'ai écrit une nouvelle toute fictive et elle a été retenue aussi. Donc c'est vraiment touchant pour moi parce que c'est vraiment, je suis pas concours, enfin, les concours jusque-là étaient quelque chose qui m'effrayait. Donc ces appels à texte, ça a été dépassé ma zone de confort. Et puis là où le rêve se réalise, c'est que les auteurs francophones de New York m'ont proposé d'être à New York avec eux cette année au mois de mai pour le salon littéraire des auteurs francophones à New York, et pas que, parce que je les retrouve à Saint-Paul-les-Dax le 31 mai, le 1er et le 2 juin. Donc vraiment pour le rêve, alors là, c'est pour moi New York, c'était le rêve. Quand j'ai vu qu'elle faisait un salon à New York, j'avais dit à ma fille et mon fils, oh, mon Dieu, ce que j'aimerais un jour en faire partie. Et mon rêve s'est réalisé puisque j'y vais au mois de mai. Génial. Écoute, t'es un merveilleux exemple. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis que tu as tendance à procrastiner. Quand on t'écoute parler, on voit pas trop quand est-ce que tu trouves le temps de procrastiner, à vrai dire, parce que tu es plutôt tellement sur plein de projets et tu fais tellement de Oui. choses et on a vraiment le sentiment, en t'écoutant parler, que euh, tu utilises vraiment tous tes sens. Tu parles de la photo, le visuel, tu parles de la musique qui t'inspire, tu parles des odeurs. Comment est-ce que tu gères justement cette sensibilité et comment tu gères tes sens? Est-ce qu'il y en a un qui est plus réceptif qu'un autre? Alors, à la base, il y a longtemps, je t'aurais dit que j'étais beaucoup plus kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti. Je le suis toujours, hein, c'est mon canal, en PNL, on parle de canal principal. Mais à force de travailler les autres sens, donc l'écoute a été un sens que j'ai développé. L'oreille n'était pas mon sens initial, mais mon métier a fait que c'est devenu un sens prioritaire puisque je suis très à l'écoute de mes patients. Enfin, très à l'écoute quand on me parle tout simplement, pas que dans mon cabinet. J'ai une oreille hyper attentive. Donc, ça a développé ce canal et le visuel l'a toujours été en canal secondaire. Donc, du coup, mes trois sens principaux, je dirais, se sont énormément harmonisés. Mais ça vient aussi de mon hypersensibilité. Je crois que avec l'hypersensibilité, on a des sens déjà exacerbés, tant dans les émotions que aussi, bah, c'est pas toujours simple, hein, dans la fatigue que ça peut provoquer, etc. Et ces idées, il y a un côté HP, hein, en plus de l'hypersensibilité, où j'ai une idée à la seconde, donc toutes ne sont pas réalistes et réalisables, mais oui, c'est pas toujours simple dans ma tête. Et c'est peut-être ce qui me donne l'impression de procrastiner, c'est que j'ai tellement de choses que je veux mettre en place et que je ne fais pas. Du coup, j'ai l'impression que je n'avance pas. Et quand je me dis quand même, regarde, parce que j'ai quand même un œil bienveillant sur moi, ce que je préconise aux gens, je me le préconise, hein. Et donc, je me dis quand même, t'as peut-être pas fait ça ou ça, mais t'as fait tout ça. Et avec Sophie, d'ailleurs, depuis le mois d'octobre, hein, je crois, ou septembre, on a mis en place un coaching mensuel où on se met nos objectifs en place et on se stimule l'une l'autre sur nos objectifs. Alors des fois, c'est vrai que j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais, mais elle me fait remarquer que je fais quand même beaucoup d'autres choses à la place. Quand je lui dis, oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, elle me dit, oui, mais quand même, t'as fait ça, t'as fait ça. Et c'est vrai que je prends conscience que, mais je procrastine, c'est certain. Il y a des choses que je repousse. Notamment ce concours, je viens de participer au concours bien-être des éditions Jouvence.
Je savais depuis longtemps que la date butoir, c'était le 10 mars. Je l'ai su, ça devait être avant les fêtes, hein, octobre-novembre. Donc, je suis même partie une semaine en croisière pour me lancer ce défi de partir toute seule sur un gros bateau en me disant j'aurai le temps de lire, ça va être génial. Lire, pardon, écrire. Mon lapsus est révélateur, tu vois, parce que je n'ai pas écrit. J'ai pas lu non plus, hein, je vous le dis de suite. C'était tellement génial que j'ai partagé sur les réseaux, mais je trouve que je n'avais pas de temps pour écrire, il y avait tellement de choses à faire, à découvrir, parce que mon défi était aussi d'aller visiter les lieux dans lesquels je me trouvais. Moi, je me perds tout le temps, hein. Donc ça, c'était un sacré défi que d'explorer des villes inconnues, toute seule. Donc, ouais, beaucoup de choses, mais maintenant, je me suis organisée quand même. Je note mes idées. Il y en a que je fais vivre en parallèle de plein d'autres. Et puis après, là, je me mets quand même un agenda de choses à faire en fonction des temporalités parce que préparer une conférence et terminer un roman pour deux dates identiques, la conférence c'était le 9 mars, la date butoir pour le roman c'était le 10 mars et je devais tout préparer en 15 jours. Et entre-temps est né mon petit-fils, ce qui m'a pris aussi du temps. Je- j'ai donné avec amour, hein. Vous imaginez bien que quand je dis que ça m'a pris du temps, c'était un bonheur que de donner ce temps. Mais du coup, je me suis retrouvée vraiment à finir dans l'urgence. La conférence, je l'ai finie le vendredi soir à 20 heures. On faisait un Zoom avec Gaëlle Ostré et Sophie pour que je leur présente ce que j'avais préparé. Il me manquait encore 3 slides parce que c'était pas fini. C'était le lendemain à 9 heures que je devais y être. Et le roman, j'ai fini un dernier chapitre avant de l'envoyer, le matin même. Donc, ce genre d'urgence, je suis hyper réactive dans l'urgence. J'ai énormément d'idées. J'ai un focus de travail impressionnant, mais c'est usant. Au niveau de l'énergie, c'est usant. Donc, voilà, maintenant, j'essaye de m'organiser différemment. Et d'ailleurs, une semaine type chez toi, ça ressemble à quoi? Alors là, c'est la question piège, Sophie. Il n'y a pas de semaine type chez moi. Parce que tu as quand même tes rendez-vous au cabinet, Alors, t'écris, ouais, alors, donc j'ai il y a mes les rendez-vous. podcasts. Enfin, Il y a les rendez-vous au cabinet. Donc jusque-là, depuis 1 an et demi, j'avais quand même libéré du temps. J'ai un colocataire et donc j'allais un jour sur deux au cabinet. Et puis je me suis rendu compte que je manquais encore de temps et que c'était pas la meilleure organisation parce qu'un jour sur deux, bah, du coup, ça me coupait dans mon élan, dans ce que je faisais quand j'étais sur mes projets. Le lendemain, il fallait que je sois au cabinet. Enfin, donc il me fallait un temps à chaque fois de réadaptation. Et là, à partir du 1er avril, il y a une troisième personne qui intègre le cabinet. Et là, je vais travailler 2 jours par semaine, mais 2 jours d'affilée, ce qui va me laisser beaucoup de temps entre les rendez-vous pour être focus à 100% sur le cabinet pendant 2 jours et le reste du temps sur les projets, y compris le cabinet parce que je fais des visios, mais ce qui fait que je vais travailler de chez moi pendant 5 jours et puis des fois 3 jours, enfin ça va dépendre comment tombent les jours du cabinet. Et dans ça, oui, j'intègre les podcasts. Alors, j'ai levé le pied au niveau de mes propres podcasts à Pipsy, j'en fais que 2 par mois parce que un toutes les semaines, j'y arrivais plus en fait au niveau du temps. Préparer ces podcasts me prenait beaucoup de temps parce que ben, je suis perfectionniste, hein, ça fait partie des choses. Comme je fais les choses, j'aime bien les faire bien et les enregistrer, les préparer, plus une interview un vendredi sur deux et un podcast avec Alexia qui me suit depuis le début sur ça, qui a intégré l'aventure avec moi pour faire une chronique littéraire, parler d'un livre qu'elle a adoré, pourquoi elle l'a adoré, et on fait ça un vendredi sur deux et c'est génial, mais ça faisait beaucoup. Donc, moi, j'ai décidé de faire un Happy Psy une fois tous les 15 jours. Au moins, je suis sûre que c'est de la qualité. Et je suis hyper bien dans ce rythme-là. Et je suis en train de réfléchir à partir de la rentrée. Je pense qu'il y aura une interview toutes les semaines parce que j'ai beaucoup de demandes maintenant pour les interviews. Un vendredi sur deux, ce sera toujours Alexia. Et puis moi, je ferai sûrement encore un mercredi sur deux, voire peut-être moins. Je vais voir comment ça s'orchestre. Mais les interviews me passionnent. Je trouve ça génial de voir comment les gens accèdent à leurs rêves. Et c'est riche, je trouve. Donc, ouais, je pense qu'à partir de septembre, ça sera plus une interview toutes les semaines. Alors, accéder à ses rêves, c'est merveilleux, mais alors, effectivement, quand tu en parles, et tu parlais tout à l'heure de la fatigue et du temps,
Ça demande aussi de pouvoir tenir sur la durée, parce qu'un rêve ne se réalise pas tout le temps. Comment est-ce que tu fais, et surtout toi qui es hypersensible et donc sujette à toutes ces sollicitations, comment est-ce que tu fais pour te ressourcer? Comment est-ce que tu fais pour te reposer? Qu'est-ce que tu fais est-ce que le week-end est encore un week-end, sachant qu'en plus, en auto-édition, on est un peu maître à bord tout le temps? Raconte-nous un petit peu comment tu fais pour récupérer Alors, ton énergie. récupérer mon énergie, déjà, ça passe par le footing. J'adore courir. C'est vraiment le seul sport qui me vide la tête. C'est pas une question de m'entretenir physiquement, c'est une question de vider ma tête. Alors, longtemps, j'ai pas pu courir comme j'aime, comme j'ai envie, et encore maintenant, parce que j'ai eu un accident de voiture en 2017. J'ai eu 7 opérations du poignet. Et quand je cours, ben, ça résonne, ça me fait mal, donc j'essaye de pas trop abîmer mon corps, mais au moins une fois par semaine, c'est indispensable. Sinon, je perds mon énergie. C'est vraiment quelque chose qui me vide complètement la tête. Après, ce qui me vide la tête aussi, c'est de lire. De lire, j'adore lire, et ça m'évade et ça me détend. Alors, lire des romans, lire pas des livres de développement personnel, enfin, tu sais, tous ces livres, parce que moi, j'ai l'impression de travailler. Alors, j'aime lire des romans initiatiques mais pas les livres purement développement personnel parce que j'ai trop l'impression de travailler. Après, je peux rester chez moi, me mettre dans un canapé, écouter de la musique et me laisser partir, tu sais, rêver. Enfin, c'est même pas rêver d'ailleurs, c'est penser, c'est même pas penser, c'est accueillir tout ce qui vient. Voilà. Moi, je ne sais pas méditer, mais c'est ma forme de méditation. Si tu veux, je mets une musique, je n'entends même plus la musique à un moment donné, je suis complètement ailleurs. Et puis, j'adore la spiritualité, donc il y a toute cette connexion aussi qui m'aide quand j'ai des doutes, quand j'ai des peurs. Je me connecte à cette spiritualité qui me permet aussi, je crois que c'est ce qui m'a permis d'avoir ces ressentis et de faire confiance à mon intuition. C'est ce qui m'a permis de dépasser bien des épreuves. Parce que quand je vis quelque chose de difficile, moi, j'ai appréhendé avant. Il y a des jours, je me levais où j'étais pas bien en me disant, oh là là, et je sentais qu'il allait arriver quelque chose. Mais le jour où ce quelque chose me tombe dessus, bon, ben voilà, c'est là, je le savais. Donc, j'ai inconsciemment anticipé sur des choses possibles Et ça a été, voilà, pour moi, je suis hyper positive, d'où à Pipsy. C'est pas, je fais pas semblant, c'est vraiment dans ma nature. Et il y a toujours, moi, je vois la lumière où elle est. Et vraiment, tous les gens qui me côtoient, mes patients autres, peuvent le dire. J'ai toujours, quoi qu'on me dise, il y a toujours un petit truc positif dans tous les cas. Justement, je trouve que c'est bien, tu fais une belle transition parce que tu parles de spiritualité. Et puis un jour, tu m'as parlé de quelqu'un et tu m'as dit, c'est mon ange gardien. Robert Savoie. En fait, j'adore les synchronicités et puis ces petits coups de pouce, tu sais, moi, je sais pas si c'est le destin, mais j'ai dit à Robert Savoie. Robert Savoie est un conférencier international qui met en place aussi des retraites de développement personnel et de spiritualité. C'est quelqu'un de génial. Enfin, c'est un homme, moi je dis un homme hors du commun. Il a ce truc en plus. Et j'ai vu, parce que je ne l'ai pas rencontré, je me suis inscrite à l'Académie Zéro Limite, une formation de Martin Latulipe, qui est géniale et hyper complète. Et Martin a fait son live à Paris l'année dernière au mois de mai. Le mois de mai est porteur, hein, c'est mon mois de naissance, c'est peut-être pour ça. Et, et ce live, il y avait énormément de conférenciers, tous les plus intéressants les uns que les autres, mais un particulièrement je sais pas, on était 1200, j'avais l'impression que Robert me parlait à moi, comme s'il était à mon oreille, qu'il parlait que pour moi. Et quand je suis rentrée, j'ai regardé qui il était, ce qu'il faisait, et il venait à Aix-en-Provence le 20 septembre faire une conférence. Et je me suis inscrite tout de suite, et je me suis inscrite dans la foulée à la retraite Phoenix qu'il y avait à Montpellier au mois de février. Et j'ai envoyé un petit messenger à Robert, qui ne m'avait pas vu, bien évidemment, au milieu des 1200 personnes, en lui disant, vous m'avez donné envie de faire des conférences. Je viens vous voir le 29, enfin, je crois que c'était le 29 septembre, enfin voilà. Et lorsque je suis arrivée à la conférence, et il m'a dit, je te reconnais, parce qu'on avait échangé quelques messengers, et il m'a dit, je te reconnais. Bon. Et j'ai été très touchée, tu imagines bien, hypersensible, à quel point ça peut t'émouvoir, hein. Mais pas que. C'est-à-dire qu'au milieu de la conférence, il a dit, je sais ici qu'il y a des gens qui veulent faire des conférences. Et il m'en garde. Et il m'a dit, bah maintenant, tu vas venir dire à tout le monde quelles sont tes motivations à faire des conférences. Et j'ai dû. Il a pris du temps, il a pris un temps fou à me préparer à parler devant tout le monde.
qui était venu le voir lui en conférence pour expliquer qu'est-ce qui m'animait à vouloir faire des conférences. Et je me suis exprimée hyper aisément finalement. Ça m'a semblé naturel. Les gens sont venus voir après pour me dire, mais c'est quand que tu fais ta première conférence? C'est quand? Et, et ça m'a donné encore plus d'envie. Et c'est pour ça que je remercie vraiment Robert pour tout ça. Et donc, j'ai fait ma première conférence le 9 mars, qui s'est vraiment bien passée. Et je l'avais dans mon cœur parce que vraiment, et pas que, parce que Robert m'a proposé de faire la préface de mon prochain roman qui est présenté en concours actuellement aux éditions Jouvence, donc, mais la préface est faite par Robert Savoie. Alors, elle n'est pas dans le roman que j'ai présenté, hein, elle le sera dans le roman qui sortira. Et il m'a fait une préface qui m'a fait pleurer tellement j'ai trouvé ça émouvant. Donc oui, c'est mon ange gardien. Je lui ai dit, j'ai fait un post déjà plusieurs fois en disant, c'est l'ange gardien sur ma route. Et merci Robert, si tu écoutes ce podcast. Merci pour tout ce que tu fais. Magnifique. Oui. S'il y a des rencontres comme ça qui marquent à jamais Ah euh, oui. et qui te poussent à avancer, le fait que le 9 mars, tu aies fait cette conférence, le 10, tu avais la deadline de remettre ton Ouais. roman, c'est pas anodin non plus. Est-ce que tu Mais peux nous oui, parler de ce roman un petit peu, nous donner les grandes lignes, nous dire un petit peu ce que tu as voulu dire avec? le titre, c'est Les fragments du destin, rebondir au-delà des liens brisés. Le titre est longtemps resté rebondir. J'avais voilà. Et puis je me suis dit rebondir, ça parle pas beaucoup, donc il faut que je trouve un autre titre. Et c'est pour ça que, et puis les fragments du destin, c'est un petit peu, notre vie est faite de fragments. Et j'ai voulu parler dedans de sujets. Alors il y aura 3 tomes parce que ma fille en riant m'a dit, mais maman, tu vas en faire 600 pages si tu continues. Et c'est vrai que je pouvais pas tout exprimer, c'était frustrant. Et donc, j'ai voulu là, dans celui-là, dans le premier tome, il y a les liens familiaux, la préférence d'un parent pour un des enfants, déjà, ce que ça peut causer chez l'un comme chez l'autre, les différences de perception de deux sœurs par rapport aux parents et par rapport à ce qu'elles imaginent l'une de l'autre. Ensuite, il y a les thèmes de la résilience, hein, beaucoup, de la trahison, mais toujours avec de la bienveillance dans les propos, de un papa qui est très à l'écoute, qui a beaucoup plu à Sophie, qui, ce papa qui n'est pas dans le jugement, juste dans la bienveillance. Et puis, tu sais, comme on aimerait tous avoir quelqu'un qui ne nous juge pas dans nos actes, mais qui nous met face à nous-mêmes et qui nous propose d'avancer. Moi, mon papa était un peu comme ça et je crois que j'y ai mis beaucoup de lui dans ce roman. Et puis, il y a d'autres choses à venir, hein. Les futurs thèmes dans le tome 2 seront beaucoup plus, alors pas beaucoup plus durs, mais il y a notamment, je vais traiter de l'obésité, et ce qui amène souvent à l'obésité et toute cette grossophobie et la douleur quand on est obèse, et ça partira d'une jeune femme qui était très mince, qui est devenue par les circonstances de la vie, et notamment les agressions sexuelles. Ça me paraît important d'en parler. Moi, je suis effarée dans mon cabinet de voir le nombre de gens qui ont subi des agressions sexuelles et le pourcentage est absolument abominable. Et donc, j'avais envie d'en parler, y compris l'obésité, puisque je suis quand même spécialiste de l'obésité. Ça fait 10 ans que je travaille avec une clinique pour accueillir les gens qui vont se faire opérer. Et je vois cette souffrance et je trouve que c'est un sujet qui n'est jamais abordé ou très rarement. Et j'avais envie de les mettre en valeur dans mon roman pour montrer que derrière l'obésité se cachent des choses souvent bien difficiles et des parcours de vie très durs. Quand on voit une personne obèse, ce serait bien qu'on ne voit pas que ses kilos, en fait, parce que c'est une vraie souffrance. Donc voilà, et puis le troisième sera plus sur le père et puis sur voilà, sa façon de voir la vie et toute cette spiritualité. Et j'ai voulu que ce roman se passe en partie au Mexique pour ma fille qui vit au Mexique et qui un jour m'avait dit, bah, après Irrésistible Lumière, tu écriras sans doute sur le Mexique. Et je lui ai dit, bah oui. Et j'adore cette culture, j'adore la culture maya. Donc il y a toute ça parle pas que de la culture maya, mais c'est un fil conducteur dans ce roman pour la spiritualité. Et puis des paysages, on voyage beaucoup en Camargue au départ, et puis au Mexique.
et dans des lieux que j'ai adorés, des lieux coup de foudre que j'ai pu avoir au Mexique, que j'ai visité avec ma fille, mon gendre, et puis toute la famille de mon gendre au Mexique, avec tout ce qu'ils m'ont donné en termes d'informations sur leur culture, sur les légendes, parce qu'il y a beaucoup de légendes, sur les paysages. Et puis, je suis tombée amoureuse d'Acapulco et des plongeurs de l'extrême, donc eux ont une place importante dans mon roman. Je suis fascinée de les voir s'élancer d'une falaise à 45 mètres de haut, comme ça, monter à main nue la falaise, s'élancer dans les airs et ils sautent en double, ils sautent en triple. Enfin, c'est vraiment beau à voir et j'y suis allée 4 ou 5 fois à Acapulco je, je veux toujours y aller parce que c'est à 4 heures en voiture de chez ma fille et je les trouve tellement magnifiques. Je pourrais me dire, non, on va pas à Acapulco. Et on a failli y aller au mois d'octobre. Et puis, bon, parce que ma mère est venue, et ma sœur et mon beau-frère aussi, et on a décidé, bon, de changer un petit peu. Et heureusement, parce qu'il y a eu un ouragan à Acapulco le 27 octobre qui a détruit toute la ville. Et ça m'a énormément affectée, comme si moi, Mm. c'était ma ville et que j'avais été affectée. Et donc, j'ai créé un chapitre, je l'ai écrit directement au Mexique, avec toutes ces infos à l'instant T, en fait. Alors, je n'y étais pas, mais je sais pas, le fait d'être au Mexique à ce moment, de me dire que j'aurais pu y être, voilà, ça a été écrit là-bas directement. Et puis d'autres endroits que je laisse découvrir parce qu'il n'y a pas que Acapulco. Il y a il y a l'île, une île merveilleuse qui est pour moi, bah, c'est la photo que j'ai derrière moi, l'île d'Holbox. Pour moi, c'est le paradis sur Terre. Et puis, il y a d'autres endroits, Mexico, des endroits beaucoup plus spirituels. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas tout dévoiler. Non, non, c'est sûr. Et moi qui, enfin, alors, j'allais dire la chance de le lire parce qu'en fait, enfin voilà, je fais partie des gens à qui tu as fait confiance et à qui tu l'as transmis. Mais les personnes qui voudraient le découvrir, il est sur, enfin, il est en accès sur justement le prix concours que tu citais tout à l'heure. Et je vous invite à mettre des cœurs, cœurs, cœurs pour montrer que vous Merci. aimez beaucoup parce que c'est une enfin, c'est un livre qui, moi, m'a fait waouh. Forcément, en version numérique, on peut pas corner les pages, mais je pense que si j'avais pu le faire, quasiment toutes le seraient. Tellement il y a des phrases inspirantes, il y a des citations fabuleuses que tu as mis en tête de chapitre, enfin, où tu mets que c'est toi qui les as écrites et, enfin, voilà, lisez-le. Les Fragments du Destin, c'est vraiment un super livre à venir et je suis déjà dans tes fans, ça c'est sûr. Et pour Merci. revenir sur, parce que tu reparles à nouveau de la spiritualité et c'est un sujet qui n'est pas forcément simple ni compréhensible pour tout le monde, mais tu as fait une expérience de mort imminente. Jusqu'à quel point ça vient impacter ton écriture et justement toutes ces fabuleuses coïncidences? Est-ce que tu as l'impression que il y a des liens qui se, enfin que ça. Alors, j'ai vécu une expérience de mort imminente quand j'avais 25 ans. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie par rapport à mes peurs surtout. Parce que j'étais, bah, de par l'hypersensibilité, déjà une enfant hyper timide. Si on pouvait ne pas me voir, c'était bien. Donc vraiment, à rester en retrait, etc. Et à partir de ce moment, mes peurs sont devenues des défis. Parce que la vie est courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, mais ça s'est fait naturellement. C'est même pas du développement personnel ou quoi, c'est vraiment naturellement. Mes peurs sont devenues des défis. Et puis, la spiritualité, j'y avais déjà accès. Je faisais des rêves prémonitoires. Quand j'avais 12 ans, j'avais fait un rêve. Et, mais si tu veux, tu fais des liens, mais tu es jeune, tu es ado, et puis pas encouragé du tout dans ce domaine. Mais cette expérience de mort imminente est venue renforcer tout ça parce que ben, il y a d'autres choses qui se mettent en place, il y a d'autres choses que tu ressens. C'est difficilement exprimable en fait, à décrire, c'est compliqué. Mais en moi, il y a un avant, un après, ça c'est certain. Et puis autant j'ai longtemps eu, je pourrais pas dire honte, mais des difficultés à parler de cette spiritualité, de ce que je pouvais ressentir, que ça m'est venu plus naturel. Et dans Irrésistible Lumière, il y a une grande part de spiritualité aussi. Il y a aussi des petites citations à chaque début de chapitre. J'adore les citations. J'en ai moins écrit dans Irrésistible Lumière. Dans l'autre, c'est vrai qu'il y en a plus de moi.
Et, et c'est vrai que cette part de spiritualité, elle est importante et je pense que c'est aussi donner du sens aux choses que l'on vit. C'est pas que croire en quelque chose, c'est aussi les choses nous arrivent et quand on est dans cette spiritualité, on sait qu'on a quelque chose à comprendre de cet événement qui est pas toujours confortable et qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Et il y a, c'est Laurie M que j'ai interviewée il y a pas longtemps qui disait qu'elle avait participé à un concours sur lequel elle est arrivée troisième avec son roman La douceur du piment rouge, mais qu'en fait ce roman aujourd'hui, bah, il va être édité aux éditions Michel Lafon. Donc elle me dit, tu vois, il y a toujours quelque chose, et c'est ça en fait. Des fois on est déçu, mais il y a peut-être mieux qui nous attend. Et cette spiritualité, ça donne ce sens aussi à la vie. Enfin, c'est ma conception de la spiritualité, hein. Je ne l'impose à personne, mais c'est la mienne et c'est celle qui me guide depuis toujours. Et franchement, c'est ce qui m'a aussi permis de me dépasser parce qu'il y avait, tu sais, des fois, tu as cette confiance en, en quelque chose, tu te poses pas de questions. Quand j'ai fait ma première conférence le 9 mars, mais je me suis posé aucune question. Je me suis pas dit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. J'ai fait, j'étais sur place, j'ai fait, et les gens ont apprécié. Le retour a été chaleureux, merci. Et c'est après où je me suis dit, oh, mais quand même, tu te rends compte, voilà. Mais sur l'instant, je suis animée, je dirais, par une autre force. Voilà, c'est comme si j'avais une autre force qui m'anime et qui laisse pas la place au doute, qui laisse pas la place aux choses. Voilà ma spiritualité. On sent que tu as effectivement dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu écris, cette confiance, ce sens à ta vie que tu as trouvé, une force que tu as développée avec tout ce que tu as vécu. Euh, je voudrais revenir, et qui te guide, et je voudrais revenir à quelque chose de plus prosaïque peut-être. Lorsqu'on écrit, on est guidé à la fois par ses idées, mais également par la discipline et le travail qu'on y met. Euh, est-ce que je suis très frappée, très, très, de voir que tu as déjà prévu tes 3 tomes, en fait, dans ton nouveau roman, dans cette nouvelle saga que tu vas écrire. Et je trouve ça assez extraordinaire. Est-ce que tu te définirais plutôt comme un écrivain, une autrice, euh, architecte qui construit un peu tout à l'avance, son plan, etc., ou jardinière? Et pourtant, on sent qu'avec ces 3 tomes, tu as déjà une idée bien Eh bien, précise de ce alors, que tu vas c'est écrire. c'est très bizarre. C'est que, à la base, déjà, je n'écrivais pas 3 tomes. Quand j'ai commencé, j'écrivais un roman. Et c'est en arrivant vers la fin où je me suis dit non, 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 là, il faut que j'en fasse un deuxième. Aurélie a raison, j'ai trop de choses à dire et je vais bâcler les choses pour les exprimer rapidement. C'est dommage, ça demande vraiment à être développé. Donc, je vais en faire un deuxième et un troisième, puisque saga familiale implique, il y a 2 sœurs jumelles, hein. Donc, il y aura le premier, c'est Calista. Là, c'est plus son vécu. Mais le deuxième, ce sera Johanna, sa sœur jumelle. Donc, ce sera toujours Calista qui va parler. Alors, je me suis beaucoup posé la question, qui va intervenir le plus? Non, ça restera toujours Calista, mais avec beaucoup plus d'interaction sur la vie de Johanna, sur comment elle, elle a perçu les choses, comment elle, elle a vécu les choses, et puis ses propres drames à elle à dépasser. Et le troisième, mais c'est venu, je dirais que c'est même pas réfléchi. C'est comme si ça m'était dicté quelque part. Ça vient comme ça, tu sais, presque, tu sais, l'image, c'est que pff, ça tombe dessus. Et puis, ben, le troisième, naturellement, ce sera le père qui expliquera pourquoi il est resté avec cette femme, pas toujours sympathique, pour pas dire abominable, hein, la mère en question, qu'on découvrira plus dans le deuxième tome, qu'on voit déjà pas très bien dans le premier, comme un personnage pas très sympa, mais qui va se montrer encore pire que ce qu'on pense dans le deuxième. Et pourquoi cet homme si bienveillant est resté avec elle, ça me paraissait évident d'en parler au dernier tome. Donc, si tu veux, ça s'est construit comme ça. Mais des fois, c'est comme si mes personnages venaient me parler. Mm. Il y a la semaine dernière, 3h30 du mat, c'est comme si Johanna me parlait, mais obligée de me lever et d'écrire pendant plus d'1 heure. Un sujet très sensible puisque son agression sexuelle. Donc voilà, 3 heures du mat, je me suis levée, j'ai pris ma tablette, enfin je suis restée dans mon lit et j'ai écrit pendant 1 heure. Donc il y a énormément d'émotions dans ces cas-là parce que je crois qu'il n'y a pas de conscient. C'est comme si je recevais des choses que je retranscris. J'ai l'impression des fois de retranscrire. Quand j'ai lu Irrésistible Lumière pour les corrections, je me dis, c'est pas possible, c'est pas toi qui as écrit ça. Mm. Et des fois, je me dis, oh, mais c'est trop beau pour que ce soit toi qui as écrit ça. En fait, tu vois,
C'est surprenant d'avoir ce genre de... Et je crois que ça vient comme ça et j'accueille. Et il y a des périodes où j'écris pas du tout, où je peux laisser, et c'est pour ça que ça prend du temps. Et là, c'est pour ça que j'essaye une nouvelle façon de structurer. Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, ça marche assez bien. Je suis encore dans tellement empreinte du premier que pour moi, c'est même pas un deuxième, c'est la continuité logique. Donc, je suis encore dans tout ça, donc je le laisse vibrer et je prends. Et puis une saga, ben, si je veux me lancer là-dedans, ben, on m'a dit, vous m'avez dit, les merveilleuses, que ben, il faut quand même laisser un maximum de 6 mois, voire max un an entre les romans. Moi, pour l'instant, il y en a le premier est paru en 2021, quoi, fin 2021. Donc, si je veux faire une saga, il faut que je trouve un autre rythme d'écriture. Et puis, il y a eu un déclic entre-temps aussi, c'est que je suis allée au Salon des auteurs indépendants où on s'est rencontrés d'ailleurs, Valérie. Et là, j'ai pris conscience que moi aussi, j'étais auteur et qu'il Mm, fallait peut-être que je l'intègre. C'est pas un passe-temps. Je suis mm, auteur. Et les merveilleuses, vous êtes venues me renforcer avec ça parce que au départ, ben, je me considérais peut-être pas comme auteur, donc c'était un peu en dilettante. Et j'ai franchi ce cap, donc aussi peut-être une autre façon plus pro d'aborder l'écriture, plus posée aussi. C'est peut-être ça le changement. Mais non, je suis pas structurée du tout. J'ai pas de plan quand j'écris. J'ai mon histoire dans ma tête. Mon histoire, elle est créée dans ma tête, mais je n'ai aucun plan. Et j'écris, j'ai des petits morceaux de partout. J'écris un chapitre que je sais qui va intégrer mon histoire à peu près à tel endroit. Mais, et puis un jour, c'est comme si tous mes petits bouts me disaient, bon, allez, il est temps. Et là, je construis, je structure mes chapitres et ça vient s'imbriquer les uns dans les autres. C'est vraiment pas simple. mm. Mais moi, quand c'est un personnage qui me parle et qui va être à la fin du roman, je peux pas lui dire de se taire. Donc j'accueille et je prends tout ce qu'il me dit. Et après, je verrai où je vais le placer. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc non, j'ai pas de structure. Je suis même peut-être déstructurée. Alors, je me suis organisée dans ma déstructure, où maintenant je note au même endroit pour retrouver mes petits bouts facilement, parce que très honnêtement, il y avait énormément de choses d'écrits pour les fragments du destin qui sont restés perdus dans des petites notes que j'ai retrouvées après. Puisque timing serré, bon, bah, qui rentre dans le deuxième, hein, dans tous les cas, mais donc non, je me suis restructurée différemment. Mais pour écrire, non, j'ai pas à l'avance un plan. Là, j'essaye une nouvelle méthode, la méthode Flocon, je sais pas si tu la connais, qui pour l'instant est sympa, qui me donne pas l'impression d'une structure rigide, tu sais, je trouve ça plus ludique, ça me correspond mieux je dis bien pour l'instant. Oui, parce qu'elle permet d'explorer un petit peu plus tout autour. De Ouais. façon plus globale, voilà. Et moi, j'ai besoin de globalité. Je ne peux pas partir dans la chronologie. C'est pas possible. J'y arrive pas. Et donc, je trouve que ça me ramène au conscient. Et Mm, cette partie consciente me fait perdre tous les bénéfices de l'inconscient et de l'imaginaire. je comprends. C'est comme si je me coupais de quelque chose. Donc là, on est en train de reparler de des choses inconscientes de l'imaginaire. Alors justement, tes prochains rêves, c'est quoi? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Parce qu'on a parlé des tomes, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as l'air de mettre au programme les conférences. Si on devait un petit peu prioriser, ça donnerait quoi? Prioriser, bah écoute, tenir la route sur sur mes 3 tomes. Vraiment de rester dans cette dynamique que j'aime, de pouvoir vivre, bah, si je devais, le rêve absolu, vivre de mon écriture, bien sûr, oui, et de mes conférences, Mm, tout en gardant un pied dans mon cabinet parce que j'aime beaucoup ma relation au patient, mais je veux plus du 100% au cabinet. Donc voilà, je veux un petit temps au cabinet et d'écrire. Enfin, le lapsus est révélateur, tu vois. Je voulais dire de travailler de là où je me trouve. Mais pour moi, écrire n'est pas travailler, en fait. Tu vois, j'assimile pas ça. Je l'ai intégré comme étant une, une autre profession, comme si je suis psychothérapeute, je suis auteur, euh, j'aspire à être conférencière, j'en ai fait une. Mais écrire n'est pour moi pas une contrainte parce que ça vient tout seul. Donc, et puis vraiment de pouvoir être digital nomade, voilà. Je suis là, je travaille, j'aime voyager.
Euh, de toute façon, que ce soit le Irrésistible Lumière, que ce soit les Fragments du Destin, c'est tout part de mes voyages en fait. Parce que ben, Valérie, tu voyages beaucoup. Euh, Découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres façons de vivre, découvrir d'autres paysages. Moi, ça me transporte et ça me connecte à plein de choses. Donc, voilà. Aussi, mes rêves dans les priorités, c'est vivre, oui, de mon écriture, continuer à voyager. Et puis, des conférences, oui, parce que j'ai envie de partager énormément de choses. Et je pense que sans aucune prétention, hein, à travers mon vécu, et mes expériences professionnelles et d'avoir été au bout de mes rêves, je pense que j'ai énormément à partager. Donc, d'où l'envie de faire des conférences, oui, pour atteindre un public encore plus large et toujours dans l'esprit de dire c'est accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça ma motivation. C'est aussi de rendre les choses accessibles à tout le monde. D'où le fait des romans initiatiques aussi, hein. C'est donner des outils aux gens. Écoute, pour essayer d'avancer, on va s'acheminer tout doucement vers la fin de cette conversation qui est incroyable, puisque as un univers tellement riche, non seulement en tant que auteur, psychothérapeute, conférencière, digital nomade, c'est très contemporain. Tu es très génération Z, en fait, très jeune, puisque tu sais, aujourd'hui, on parle de slasher, d'avoir plusieurs métiers, plusieurs C'est vies ça. dans une, et c'est exactement ce que tu es en train de faire en ce moment. Ouais. Si tu avais un conseil ou des conseils à donner à tes auditeurs, auditrices, à tes auditrices, on va commencer par les auditrices, et à nous, les merveilleuses, qui sommes ce groupe de soutien incroyable, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, déjà, de ne pas se laisser arrêter par l'âge. Tu vois, tu parles de cet univers très jeune. Moi, je vais fêter 60 ans au mois de mai. Le 16 mai, je vais avoir 60 ans. Et quand je vais ben, notamment quand on était au Salon des auteurs Mm. indépendants, il y avait un univers plus jeune, hein. Et les filles me disaient, mais t'es épatante, enfin, t'es hyper inspirante de faire tout ça. Et moi, je crois que le conseil, c'est de ne pas se laisser arrêter. L'âge, c'est qu'un chiffre, en fait. Et pour moi, l'âge, c'est vraiment dans la tête. Vraiment, mes 60 ans, je les assume complètement. Je sais que j'ai 60 ans. Enfin, tu vois, je suis pas décalée. Je veux pas vivre comme quelqu'un qui a 20 ans, pas du tout. Parce qu'au contraire, je voudrais même plus avoir 20 ans. Mm. Mais c'est pas parce que je vais avoir 60 ans que je dois penser à la retraite. Moi, j'ai envie de vivre et puis ça me fait vibrer d'avoir des projets. Avoir des projets, ça m'anime, ça me donne une envie, ça me donne un but et j'en ai besoin. Je crois que c'est important pour moi parce que je suis une passionnée. Je l'avais pas dit, mais ça doit se ressentir. Et j'ai besoin d'avoir des passions. J'ai besoin de savoir que j'ai envie de faire des choses. Donc, si j'avais un conseil, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas se laisser arrêter par quel que soit notre âge, hein, parce qu'il y a des jeunes qui se trouvent trop jeunes, d'autres se trouvent pas assez, ou non, c'est vraiment l'âge, c'est dans la tête. Et puis, ne pas se laisser arrêter par les autres. Là, mon prochain podcast, enfin, non, c'est celui. Il y a un podcast, je sais même plus s'il est passé ou pas passé, Mm. où je parle de dépasser, de faire ce nettoyage de printemps pour dépasser toutes ces choses toxiques. Mais toxicité ne veut pas dire négativité des autres. Mais on peut renvoyer aux autres des peurs, les connecter à leurs peurs. Et eux vont nous renvoyer ça. Et c'est de surtout pas se laisser arrêter par les autres. Si on croit en nous, en notre rêve, eh ben allons-y. Et puis s'il aboutit pas, il aboutit pas, mais au moins on aura essayé, on se sera fait plaisir à essayer. Parce que je crois que finalement, le plus important, c'est d'y aller, avancer, prendre du plaisir à chaque étape. Et puis s'il aboutit, c'est bien. S'il aboutit pas, bon ben il y en aura un autre de toute façon, et on sera riche de ce premier qui nous aura apporté une expérience. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est chaque chose que je vis, c'est une expérience. J'en ai vécu des douloureuses, hein. J'ai divorcé 3 fois quand même. C'est pas simple. C'est pas, pas été toujours des divorces faciles, surtout le dernier. Donc, mais pour autant, j'accueille ce qui me tombe dessus parce que comme tout le monde, ben, en plus hypersensible, ça me fait du mal. Mais c'est là où je vais chercher mes ressources et c'est là où j'ai besoin d'avoir des passions, des choses pour continuer à avancer. Et la vie, c'est pas que des épreuves. Quand on ouvre les yeux, ben, il y a du bonheur partout. Parce que certes, on peut avoir des mauvaises nouvelles, mais quand on sort, enfin moi j'adore faire la photo, donc quand je sors, que je vois un truc qui est super beau, je me dis waouh, ou ben, la naissance de mon petit-fils, de le voir grandir, de voir. Enfin, tu vois, il n'y a pas.
il y a du bonheur partout. Seulement, le bonheur, c'est pas une chose extraordinaire, c'est plein de petites choses, d'où les fragments du destin, tu vois. Mm. Parce que c'est plein de petits fragments, le bonheur aussi. Donc, j'ai perdu le sens de la première question, mais voilà, je me suis emballée dans mes réponses. Non, non, mais c'était les conseils que tu pourrais nous Et le donner. dernier conseil, oui, c'est moi, j'ai été quelqu'un qui manque terriblement de confiance en elle. J'ai grandi sans confiance en moi, une hyper timidité. Je peux pas dire que j'ai toujours confiance en moi, mais je me laisse pas gouverner par ce manque de confiance. C'est-à-dire que le manque de confiance, c'est comme un sentiment que j'accueille en me disant, OK, c'est une peur. Une peur va me permettre d'être prudente, mais en aucun cas, je ne veux qu'elle me gouverne. J'ai horreur d'être gouvernée par quelque chose, donc encore moins par mes propres émotions, mes propres peurs. Donc voilà mes conseils. Merci Merci. Laurent, c'était riche et on sait pourquoi on peut te dire que tu es une merveilleuse. Et puis oui, ce groupe des merveilleuses, on n'en a pas parlé de ce groupe. J'en ai parlé sur un podcast avec Alexia, mais je trouve que ce groupe, moi je crois pas au hasard. On s'est retrouvés pour une promotion croisée, une promotion tout ensemble. Et on est resté toutes en contact sur ce groupe WhatsApp, qui est devenu un groupe que Valérie a appelé Les Merveilleuses. Et moi, je nous trouve toutes très riches, très différentes. Et c'est ce qui fait notre richesse. Et le mot commun, je crois, des Merveilleuses, c'est la bienveillance et l'entraide. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Vraiment, vraiment, je crois qu'on est 14 ou 12, ou je ne sais plus exactement. Mais il me semble qu'on était 14 au départ. Et vraiment, je trouve qu'on est toutes à nous aider les unes les autres. Il y en a une qui manque de boost. Allez, on va la rebooster. Quelqu'un sort quelque chose. On va vraiment, on va s'impliquer avec elle. C'est comme si c'était nous à chaque fois. Et on est toutes, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est toutes dans cet état d'esprit. Alors avec plus ou moins du temps pour échanger, mais moi, merci à vous toutes. Tu as la liste, toi, sous les yeux, Valérie, ou pas? Alors Je écoute, sais qu'il y a vous deux, donc Sophie on et est Rose. exactement 13 membres. Voilà, Tu tu vois, vois, j'ai effectivement la liste sous les yeux. Donc, toi, Sophie, Adeline, Alexia, Céline, Gaëlle, Laurence, Lily, Nathalie, Sandrine et Virginie. Et d'abord, on a toutes pour point commun d'être des autrices soit auto-éditées, soit des autrices hybrides. Mais je crois que j'aime mieux autrices indépendantes. Je crois qu'on a toutes pour point commun aussi d'être très perfectionnistes, d'avoir envie de faire bien les choses. Et donc, oui, on s'est tout entouré pour que ben, nos romans soient d'une qualité absolument égale à ce qu'on pourrait ouais, trouver dans l'édition traditionnelle. Et puis, je crois qu'on est toutes des entrepreneuses avec l'envie d'avancer, de faire les choses bien. Et ma fille m'a dit, ma fille aînée m'a dit euh, effectivement, elle sent la force de ce groupe. Elle me dit, on sent que tu es entourée. oui. Et c'est Moi, incroyable. ouais, j'ai senti une différence énorme depuis Les Merveilleux. Ça va faire un an qu'on est en Mm. mois de mai, je Mm. crois, qu'on est ensemble. Et moi, je sens ça m'a aidé à basculer ouais, je suis auteur, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça. Ah, je suis une auteure et j'assume. Et c'est un métier à part entière. Mm. Et vraiment, ça, c'est vous. C'est vraiment ce groupe. Donc, c'est très riche, vraiment. Et puis, les rencontres qu'on peut faire, virtuelles pour l'instant, et elles passent toutes au micro ils ont osé. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre au féminin. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'homme. Mm. Ça va Peut-être. venir, c'est peut-être dans les projets. Oui, oui, j'y pense, j'y pense. Bon, on va Mais être ouais, quasiment à une heure d'interview quand même, je Laurence. n'ai pas vu l'heure, mais oui, ça passe vite. Merci. Je pense qu'il va falloir qu'on en reprogramme une parce que tu as encore énormément de choses à dire, c'est évident. Et nous, on a une curiosité encore à satisfaire sur tout plein de questions. Donc, on espère que tu nous redonneras la parole avec Valérie. Et Avec moi, je plaisir. te remercie de nous avoir accordé ta confiance pour cette interview et réciproquement pour les merveilleuses parce que tu nous apportes aussi énormément. Et ta joie de vivre, ton enthousiasme, cette façon que tu as d'oser, c'est aussi très inspirant pour nous. Donc, un grand merci à toi. Si. Idem, idem. J'ai rien à ajouter. C'est exactement ça. Ton sourire, ta voix, tes yeux, tout ce que tu fais.
on est à fond. Donc voilà, tenons-nous C'est les ça. coudes, les merveilleuses, on va aller très loin, j'en suis certaine. Oui, 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 je pense. Ouais. Et puis ce serait bien qu'on en parle des fois de faire un recueil de nouvelles ensemble. Oui. C'est une idée qui germe et je pense que ça va être intéressant de le faire. Mais Alors en fait, merci à toi. le mot Merci de à la toi. fin, Laurence, ça va être, et ce sera toi qui va clôturer cette interview. Eh bien, moi, je voudrais vous remercier d'avoir eu cette initiative parce que c'est aisé pour moi de demander aux gens d'être interviewés. Et puis maintenant, c'est des gens qui veulent être interviewés. Et je trouve ça sympa aussi. Et, mais je n'avais pas du tout pensé que moi, je pouvais être interviewée. Ça m'avait pas effleuré. C'est vous deux qui avez eu l'idée. Et merci parce que c'est moins évident d'être de ce côté finalement. Ah oui, tu as trouvé que c'était plus difficile? Oui. C'est se dévoiler en fait. Et j'ai un côté un peu pudique ou je ne sais pas. Enfin, c'est mon côté encore très timide, bien travaillé, mais qui est encore là. Et merci. Voilà, ça m'a permis de m'exprimer aussi. Et puis de voir ce que ça fait quand on... Alors, je reçois toujours les gens avec bienveillance et c'est ce qu'il en ressort. Vous êtes passées toutes les deux au micro. Mais ça fait du bien aussi de voir ouais, qu'on est reçu avec bienveillance et puis de pouvoir s'exprimer, c'est sympa. Merci. Et puis, j'espère que les auditeurs apprécieront tout autant que moi j'ai apprécié, en tout cas, ce moment partagé avec vous. Merci, Laurence. Merci Laurence, merci Sophie aussi. Merci, C'était chouette de Valérie. préparer ça toutes les deux et c'était chouette de t'avoir.